Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France ce soir. Alors cette visite donc du Premier ministre français reportée, qui devait se dérouler donc demain à Alger, elle est reportée sine die, officiellement pour des causes sanitaires. On est d'accord, ce n'est probablement pas la véritable raison. Quelles sont les raisons véritables de ce report, selon vous, Rémy Tell? Mais je crois que les relations se sont tendues depuis quelques mois entre la France et l'Algérie. Et pourtant, la France avait tout fait pour recevoir les bonnes grâces du pouvoir algérien, puisqu'elle est à plat ventre depuis plusieurs mois maintenant, présentant ses excuses, allant rendre un hommage, je cite, aux martyrs du FLN. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que la stratégie du gouvernement algérien, c'est de se défausser tout simplement sur notre pays et de reporter son inaction au plan interne sur le passé commun qui nous lie avec l'Algérie. Je crois que le peuple algérien mérite mieux que cela. Gamal Avina, vous êtes d'accord, la France est à plat ventre face justement au pouvoir algérien? Non, absolument pas, mais je vais répondre à la première question, à savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas satisfait à la demande de Castex de venir. C'est qu'il est venu avec 4 ministres, alors qu'il était prévu qu'il vienne tout de même avec une dizaine de ministres avec lui. C'est la première des choses. Deuxième chose, c'est pas de la plat-ventrisme. Il y a des relations qui sont quand même très tendues depuis 60 ans. C'est pas des relations qui sont liées seulement à des problèmes internes en Algérie depuis le Hirak. C'est pas des relations qui sont liées seulement à un passé colonial qui s'est bien passé. Ce n'est pas des relations qui sont liées seulement à l'idée, par exemple, que la France, 2 jours avant d'aller en Algérie, reconnaît la possession, enfin ouvre une ambassade de Sahara occidental. Toutes ces raisons-là sont des provocations à minima, mais au-delà de ça, c'est surtout des relations délétères en matière d'investissement. C'est des relations délétères en matière de passé et d'une négation du passé. Il faut tout de même se rappeler qu'en Algérie, entre l'entrée de la France en Algérie et sa sortie, on estime qu'il y a entre 3 et 5 millions de personnes qui ont été tuées, 30% de la population en 1830, et ils en sortent, on estime, entre 300 000 pour les Français et 1 500 000 Algériens pour les Algériens. Mais on ne peut pas réduire ça à de l'aplaventrisme. S'il y avait de l'aplaventrisme, il y a longtemps que la France aurait reconnu ses crimes et aurait demandé pardon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, parce que dans le rapport Stora de Benjamin Stora, l'historien, les recommandations mémorielles, il n'y a pas d'excuses pour l'instant, Rémy Tell. Il y a eu des gestes d'ouverture de la part du président Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'excuses, surtout de la part de l'Algérie. Et monsieur parle des morts algériens. J'aimerais aussi qu'on parle des pieds noirs qui sont morts, des 50 000 harkis qui ont été massacrés par le FLN. Et puisque vous faites un devoir d'inventaire sur la mémoire, on apprend il y a quelques jours que les moines de Tibérine, vous savez, ces moines qui avaient été enlevés et puis assassinés, auraient été en fait assassinés par le pouvoir algérien qui avait tenté de mettre ça sur le dos du GIA à des fins politiques. La France devrait demander des comptes à l'Algérie. Donc vous savez, si on fait le bilan après 60 années d'indépendance, je crois que l'Algérie a tout autant à se reprocher que la France n'a pu avoir à se reprocher durant la période de la colonisation. Sur le volet économique, on ne peut pas d'un côté accuser la France de néocolonialisme et de l'autre tout attendre du gouvernement français pour la dynamisation de l'économie algérienne. L'économie algérienne est riche de son sol. Elle a tout à fait le pouvoir, enfin le gouvernement a le pouvoir de faire bénéficier à la population des fruits de cette richesse. Il a choisi de ne pas le faire, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la France et ce n'est ni Danone ni Renault qui vont pouvoir changer cela. Alors, Très bien, on va répondre à ça sur les questions économiques. Très rapidement, quand on se moque des Algériens, qu'on prétend qu'on investit en Algérie une usine Renault qui n'a pas tenu ses engagements, qui devait faire 40% d'auto d'intégration et qui n'est même pas resté à 5% alors que c'était contractuel, on se moque des Algériens. Quand on envoie des usines de montage en cascade juste pour vendre des kits en Algérie, ça s'appelle de l'exploitation et du néocolonialisme. Et ensuite, vous avez tort de dire que l'Algérie compte sur la France. C'est faux. La Chine travaille avec l'Algérie, l'Allemagne. Non, c'est faux. La Chine travaille avec l'Algérie et l'Allemagne. Le seul problème entre l'Algérie et la France, c'est qu'il y a 6 millions à peu près estimés d'Algériens qui sont ici. Et je rappelle tout de même, pour ce qui concerne les questions économiques, que la France dépend autant de l'Algérie que vice-versa. Je ne vais pas vous raconter le rapport avec Areva, avec Total, avec le pétrole, avec Bouygues. Bref, on va pas les successions d'échecs économiques en investissement français en Algérie se multiplient dans des conditions extraordinaires. Mais j'ai envie de vous dire un truc sincèrement par rapport à la question, parce que c'est pas grand-chose pour vous, 132 ans de colonisation, alors que ça fait des années, et je suis français,
d'origine algérienne qu'on nous saoule avec les 4 ans de colonisation allemande en France. Ça, c'était grave, alors que le nombre de morts n'est pas comparable. Là, on peut pleurer pendant des siècles sur les crimes allemands, et il a fallu du temps pour que l'Allemagne, qui demande pardon tout de suite à la France, soit pardonnée. Alors que les Français, qui ont 128 ans de plus de colonisation barbare, je rappelle tout de même qu'en moyenne, il y avait à peu près une révolte tous les 10 ans et des milliers de morts à chaque fois, qu'il y avait pendant la guerre d'Algérie entre 300 et 600 morts par semaine. Vous me parlez des pieds noirs qui ont participé à ces massacres. Je vous rappelle tout de même un fait indicatif, qu'il faut pas, enfin pas les pieds noirs, des harkis, on va être très précis, qui ont participé à ces massacres. Je vous rappelle que c'est bien de vivre en Algérie quand on est un pied noir ou un harki, c'est superbe. On a des esclaves qui font pousser les oranges pendant qu'on se dort la pilule de soleil. On a des esclaves qu'on peut frapper, écraser, réduire à la misère sociale et intellectuelle. Germaine Tillon avait parlé d'un peuple à l'époque, elle qui était au début colonialiste, avait dit quand elle était allée en Algérie. Gamel Abina, oui, allez-y. Excusez-moi, c'est très important. Germaine Tillon avait dit une chose essentielle. Elle a dit qu'on a clochardisé un peuple. Aucune colonisation au monde n'est arrivée à un seuil de négation de l'humanité à ce point, à telle enseigne que mon père, par exemple, avait interdiction d'aller à l'école avec tous ses frères et sœurs. Ça, c'est des choses que vous ne racontez pas. Vous voulez réagir, répondre, Rémy Tell, rapidement? Il y a évidemment une douleur de ce passé, et c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est très clair. Enfin, je note quand même que, comme vous le dites vous-même d'ailleurs, depuis on a 6 millions d'Algériens en France, donc ils doivent pas garder un si mauvais souvenir de la France que ça. Et puis moi je vous le dis, non mais je vous le dis très tranquillement, moi j'invite tous ceux qui considèrent que la France est le plus grand collectionneur sur Terre de crimes contre l'humanité, eh bien à quitter ce pays, puisqu'il leur est insupportable, donc ils le quittent. Et puis qu'ils aillent ailleurs, pas forcément en Algérie, mais dans des pays où on pourrait les accueillir. Il y a quand même un paradoxe, si vous voulez, dans ce discours néocolonialiste. On va juste avancer dans le débat, juste pour revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Gamal Abina. Il s'agit justement de l'ouverture par la République en marche d'un bureau à Dakhla, sous contrôle marocain, faisant partie du territoire revendiqué par le Front Polisario. On sait que la question du Sahara occidental, c'est une question très sensible. Et cette décision, finalement, elle est très bien perçue, on comprend, du côté marocain, et elle est perçue comme une provocation du côté algérien. C'est quoi? C'est une maladresse au sein de la majorité présidentielle, vous pensez? Ou alors la France, elle joue un rôle trouble? Alors, je vais être très clair sur le gouvernement français. D'abord, pour répondre très rapidement, non, les Algériens de France n'ont pas de problème avec les Français. Ils ont un problème avec la politique française, et vous mélangez les deux. Moi, j'ai un problème avec la politique algérienne pendant des années, particulièrement en 90, parce qu'elle était tenue avec ce qu'on appelait la promotion Lacoste, donc des anciens caporaux de l'armée française qui ont participé au massacre. Vous avez parlé de Tibérine tout à l'heure. C'est très bien, mais ça fait partie de l'émanation de ce qui restait de la France en Algérie, ces fameux caporaux qui ont pris le pouvoir. On met ça de côté. Maintenant, concernant le jeu trouble, il n'est pas si trouble. M. Macron est pour le rapprochement entre la France et l'Algérie, et M. Tebboune a rappelé que Macron est le meilleur interlocuteur qu'on a eu en 60 ans. Et pour cause, il n'a pas connu la guerre, il n'est pas fils de colon, il n'a pas tout ce passé un petit peu rance que certains ont travaillé pendant des années. Et malheureusement, dans sa majorité, puisque c'est un groupement, c'est un peu comme le Front National, c'est un groupement de partis qui s'est constitué autour de la personne de M. Macron, malheureusement, il y a des gens très à droite qui sont contre ce rapprochement et qui ont des gestes de provocation. C'est le Parlement qui l'a fait, pas M. Macron, qui a obtenu ce bureau à Dakhla. D'ailleurs, c'est un bureau qui est illégal aux yeux de l'ONU, mais je ne rentre pas là-dedans. À la limite, ça ne m'intéresse même pas, parce que je veux un rapprochement entre le Maroc et l'Algérie. Mais il se trouve que le jeu trouble de la France par rapport au Maroc et l'Algérie, il se joue là. Au lieu de calmer les tensions et d'essayer de jouer l'intermédiaire pour créer des conditions de paix honorables entre ces deux pays et l'histoire du Sahara occidental, on y met un petit peu de feu. On oublie par exemple que les essais nucléaires français doivent être, effectivement, c'est un crime là encore, doivent être réparés par ceux qui l'ont fait, les Français. 3 essais à ciel ouvert. Je vous pose une question simplement, puisque la douleur, on parle de douleur. Moi, je parle de mort. J'ai eu un tiers de ma famille qui est éliminé dans cette guerre. Un tiers. Et j'ai pas la haine des Français, vous vous trompez. J'ai la haine d'une politique néocolonialiste de certains dirigeants français qui ne sont pas tous comme ça. Quand on met 3 bombes atomiques dans le désert, pourquoi on l'a pas fait du côté du Larzac? Pourquoi on n'a pas essayé ça ici, puisque c'est pas très grave? Moi, j'aurais aimé ça. Il faut être un petit peu plus éclairé sur ces questions-là et ne pas sortir ces lieux communs qui consistent à réduire le fait colonial comme une sorte de formidable chose qui a existé historiquement, alors qu'en réalité, c'est une catastrophe humaine. Personne ne dit ça, et moi non plus. Les essais nucléaires, malheureusement, ne se sont pas limités au Sahara algérien. Nos compatriotes d'outre-mer s'en souviennent. Mais moi, j'appelle à la cohérence. Je pense que l'intérêt aujourd'hui de la France, comme celui de l'Algérie, c'est de réconcilier nos mémoires. Mais pour réconcilier les mémoires, il faut être deux. Et aujourd'hui, la volonté, elle est que d'un côté. Et moi, j'en veux aussi beaucoup au gouvernement français de sa naïveté.
dans le choix de ses interlocuteurs et dans l'idée qu'il suffirait encore une fois, je le dis, de s'agenouiller, y compris devant des criminels, parce que ceux qu'on appelle les martyrs du FLN sont des criminels, et Gérald Darmanin a été s'agenouiller devant les criminels du FLN. Bien sûr, bah oui, en novembre 2020, vous vérifierez. Ce ne sont pas les criminels, monsieur. Bien, pas... Vous confondez si ce sont les criminels. Non, ceux qui se défendent ne sont pas les criminels, c'est les agresseurs qui sont les criminels. Quand on n'est pas chez soi et qu'on va tuer des femmes, des enfants, qu'on va violer en masse, le criminel, il est clair. Quand les nazis arrivent en France, vous ne disiez pas que les résistants français sont des criminels. En tout cas, à vous écouter, messieurs, on a le sentiment quand même que plus Emmanuel Macron tente justement des gestes d'apaisement pour mettre fin à ces années tumultueuses dans les relations entre l'Algérie et la France, eh bien plus ça devient difficile et ça se solde finalement par un échec, ça se complique. Pour une raison très simple, c'est que comme la France ne se respecte pas elle-même, elle ne peut pas être respectée de ses interlocuteurs internationaux. C'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai, on l'a vu avec M. Erdogan et ce qui a été fait à l'Union européenne. On ne peut pas exiger le respect des autres quand on n'a pas du respect pour son propre pays, pour sa propre histoire. Je ne comprends pas. Vous mettez Erdogan et l'Algérie sur le même plan, ça n'a rien à voir. Ensuite, la France est une grande puissance qui est quand même une puissance nucléaire. Donc, vous n'aurez pas de respect. Elle se respecte avec ses intérêts bien compris. Elle sait qu'elle a de l'argent à faire en Turquie, puisque vous parlez de la Turquie, mais ça n'a rien à voir. Elle sait qu'elle a de l'argent à faire en Algérie sans collaboration sérieuse. Moi, je vous parle d'une chose simplement. Je vais donner un message qui est très clair à M. Macron, s'il m'entend, et à vous qui semblez ne pas le comprendre. Si la France veut que ça se passe bien en Afrique du Nord, elle a besoin du poids économique et la puissance militaire et la puissance humaine, 45 millions de personnes en Algérie, en co-développement, en colocalisation. Ça avait été proposé à l'époque du temps des socialistes. La colocalisation, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire 1 + 1 = 3. Ça s'appelle de la synergie. Créer des conditions économiques fortes pour faire en sorte que l'Algérie se développe dans un premier temps en collaboration gagnant-gagnant et puis ensuite espérer que le reste de l'Afrique en bénéficie. Mais vous êtes dans un rapport difficile. Est-ce que la France, elle doit parce qu'on voit qu'il y a des déclarations que les esprits s'échauffent, puisqu'il y a le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en Algérie qui a qualifié la France d'ennemi traditionnel et éternel lors d'une allocution. Ça fait suite à l'ouverture d'un bureau à Dakhla par La République En Marche. Mais vous parlez tout à l'heure des moines de Tibérine. Il y a quand même eu un rapport, il y a un procès aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que la France, elle s'excuse une bonne fois pour toutes par rapport à son passé colonial et voilà, et ça mettrait peut-être un terme justement aux tensions. Mais si on met le passé sur la table, il faut mettre tout le passé sur la table. Et pas une partie seulement, celle qui nous arrange. Je suis désolé, monsieur, mais vous n'avez que le mot de néocolonialisme à la bouche et en même temps, vous attendez tout de la France sur le développement économique de l'Algérie. Mais l'Algérie, si elle veut se développer économiquement, il faut qu'elle compte sur ses gouvernants et que le peuple algérien, c'est d'ailleurs, je crois, ce qu'il est en train de faire, travaille à une évolution du régime en Algérie. Du reste, je me permets quand même cette petite remarque sur la boutade du ministre de la Sécurité sociale algérien, auquel j'ai envie de répondre que quand il s'agit de sécurité sociale, tous les Algériens ne considèrent pas la France comme l'ennemi éternel. Et je pense qu'il suffit de voir l'attractivité de notre pays. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Vous voulez qu'on fasse ça? Bien sûr, on va le faire. Non, mais je réponds à ça parce que c'est grave. Je ne sais pas si vous êtes au FN, mais apparemment vous n'avez pas mon logiciel. Une petite leçon d'économie. Je suis islamiste comme vous, ça c'est certain. Je suis certain que je ne suis pas du côté des islamistes. Si je suis islamiste, on va conclure, messieurs, s'il vous plaît. Si je suis islamiste, vous êtes raciste. Et on conclut, s'il vous plaît. Merci. Je vais répondre. Écoutez, quittez la France si vous ne l'aimez pas. Vous n'avez pas à me donner de leçons, monsieur. Maintenant, je vais vous expliquer un truc simplement. L'Algérie donne 100 000 € pour lancer des investissements à titre individuel. En France, maintenant parlons des Français, puisque vous voulez parler du système social, qui est magnifique apparemment. En France, pour obtenir un crédit, je parle d'un Français européen comme vous, d'accord, il est obligé de passer par une association qui s'appelle l'ADI. Il est obligé de passer par des systèmes de travers pour espérer avoir le minimum syndical. Alors le coût des allocations familiales qu'on reçoit, on arrête, c'est du Front National. Gamal Adina, merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques. Merci également à vous, Rémy Tell, analyste politique, fondateur de Marianne Conseil.